avec une seule devise. Nous sommes les gens contre lesquels nos parents nous ont mis en garde. Voici les 15 bandidos. Les plus dangereux de l'histoire numéro 15. Donald Chambers. Donald Eugene Chambers était un père fondateur des Bandidos, né le 23 novembre 1930. Après avoir servi dans le United States Marine Corps pendant la guerre du Vietnam, il est retourné au Texas et a travaillé comme docker. Il avait une passion pour la moto et avait été membre de clubs locaux. Insatisfait des clubs de motards qu'il avait rejoints, Chambers a décidé d'en former un lui-même. Le 4 mars 1966, à San Leon, Texas, il a fondé le Bandidos Motorcycle Club. Il a nommé le club d'après les bandits mexicains qui vivaient selon leurs propres règles et a choisi le rouge et l'or comme couleur, en l'honneur du Marine Corps. Le recrutement a commencé dans les bars de motards à travers Houston et d'autres zones voisines. Et bientôt, les Bandidos comptaient plus de 100 membres, dont beaucoup étaient des vétérans endurcis du Vietnam. Peu de temps après, Chambers a été impliqué dans une fusillade violente avec un gang rival, avec qui il s'était réuni pour négocier la paix. Bientôt, les forces de l'ordre étaient à ses trousses, et il a dû déménager au New Mexico. En 1969, Chambers était dans le viseur des forces de l'ordre. Mais le chapitre le plus sombre de sa vie restait à venir. Le 22 décembre 1972, Chambers et d'autres membres des Bandidos ont enlevé 2 frères trafiquants de drogue. Les frères avaient trompé les Bandidos en leur vendant du bicarbonate de soude, prétendant que c'était de l'amphétamine. Cherchant vengeance, Chambers et ses hommes les ont conduits dans le désert, les ont forcés à creuser leur propre tombe, puis les ont exécutés. Leurs actions ont envoyé des ondes de choc même dans le monde hors la loi. Chambers et ses complices ont été condamnés pour les meurtres après le témoignage d'un prospect du club qui était devenu informateur de la police. Tous 3 ont reçu des peines de prison à vie. Pendant que Chambers était incarcéré, la tragédie a frappé sa famille. En 1979, son fils de 23 ans, Stephen Trammell Chambers, a été abattu lors d'une dispute dans une boîte de nuit à Houston. Le suspect s'est enfui et des décennies plus tard, en 2016, la police a arrêté un homme qu'il pensait responsable pour découvrir que le véritable tueur avait utilisé une fausse identité. Chambers lui-même a été libéré conditionnellement en 1983 après avoir purgé une décennie derrière les barreaux. Il s'est retiré des Bandidos et a finalement quitté complètement le club. Il s'est installé à El Paso, Texas, où il a vécu tranquillement jusqu'à sa mort d'un cancer le 18 juillet 1999, à l'âge de 68 ans. Il a été enterré à Houston, au Forest Park Lawndale Cemetery, sous une pierre tombale marquée de son nom, de l'insigne des Bandidos et d'une phrase qui résumait la vie, hors la loi qu'il avait embrassée. Nous sommes les gens contre lesquels nos parents nous ont mis en garde. Mais quand Donald Chambers est parti, l'homme qui l'a remplacé s'est avéré être encore plus violent. Numéro 14. Ronnie Hodge. Quand Donald Chambers était derrière les barreaux emprisonné, la direction des Bandidos est passée à Ronnie Hodge. C'était un ex-marine qui a gagné le surnom Mr. Prospect pour avoir rejoint le club en seulement 1 mois. Une fois élu président national, il s'est surnommé Stepmother, un clin d'œil au surnom de Chambers, Mother. Hodge était impitoyable. Il a rapidement remodelé les Bandidos en purgeant les membres qu'il estimait manquer de véritable loyauté. Des chapitres entiers dans le Montana et l'Indiana ont été fermés sous sa surveillance. Malgré les réductions, le club a prospéré, remplaçant les membres perdus par de nouvelles recrues et élargissant sa portée. Puis vint 1978, et sous la direction de Hodge, les Bandidos ont participé à la Bike Week à Daytona Beach pour la première fois. Là, ils ont conclu une alliance puissante avec le Outlaws Motorcycle Club, le gang dominant de Floride. La drogue est devenue l'épine dorsale de cette relation. Les Outlaws fournissaient de la cocaïne, tandis que les Bandidos fournissaient de la méthamphétamine. Ce partenariat a aidé à élever les Bandidos dans les rangs des Big Four, clubs de motards hors la loi. Le conflit des Banshees. En 1983, les tensions avec le Banshees Motorcycle Club ont éclaté. Un affrontement violent au Texas a laissé un bandido et le président des Banshees morts.
Les Bandidos étaient furieux qu'un club beaucoup plus petit ose les affronter, surtout au Texas. Non seulement cela, mais plusieurs Banshees avaient été autrefois des Bandidos, faisant défection dans ce qu'on appelle un patchover. Aux funérailles du membre tombé John Batchelor, les dirigeants nationaux se sont réunis. Ils ne pouvaient pas laisser l'insulte sans réponse. Hodge a ordonné la collecte de renseignements sur les chapitres des Banshees à Dallas et Texarkana et a prélevé une cotisation de $100 de chaque bandido pour financer les représailles. Différentes voies de vengeance ont été explorées. Les attaques possibles comprenaient des fusillades en voiture et des bombardements. Finalement, les dirigeants ont approuvé une opération de bombardement contre 2 résidences des Banshees à Dallas. Pour fournir une couverture aux bombardiers, les Bandidos ont organisé 2 grandes fêtes. Une à Rapid City, South Dakota, et une autre à Corpus Christi, Texas. Le week-end du 4 juillet 1983, la plupart des membres y ont assisté, créant des alibis parfaits pour ceux qui ont mené les attaques. La fête à Corpus Christi a été bien annoncée et présentée comme un poker run du 4 juillet pour collecter des fonds pour la Cerebral Palsy Foundation, dans le but d'aider les enfants handicapés du comté de Nueces. L'un des officiers nationaux a été envoyé à Houston pour obtenir les explosifs pour les bombes. Il a volé ce dont il avait besoin à l'arrière d'un camion transportant des fournitures de démolition. Ils ont placé 2 bombes, une sous une camionnette dans une maison des Banshees, une autre contre les fondations d'une 2e maison. Le premier dispositif a explosé, endommageant la propriété mais ne blessant personne. Quelques heures plus tard, la 2e bombe a explosé lorsqu'un chef des Banshees a tenté de conduire sa camionnette avec sa petite fille à l'intérieur. Miraculeusement, aucun des 2 n'a été gravement blessé. Les attaques ratées ont attiré l'attention fédérale. En 1985, la DEA, l'ATF et le FBI ont lancé une grande rafle de bandidos dans tout le pays. Pendant cette période, Randy Hanson, l'un des bombardiers et un exécuteur de confiance pour les nomades, a fait défection. Craignant pour sa vie, il a coopéré avec la DEA. Les informations de Hanson se sont révélées inestimables. Alors que les agents infiltrés s'étaient concentrés sur le nord-ouest, Hanson a fourni une vue de l'intérieur du cœur du Texas des Bandidos. Il a révélé des détails sur les bombardements, les arsenaux d'armes et les maisons sûres. En 1986, l'ATF a perquisitionné la maison de Little Joe Benavides, saisissant des mitrailleuses, des explosifs, des stupéfiants et de l'équipement lié au complot de bombardement. En 1988, les autorités fédérales ont inculpé 23 membres et associés. La plupart ont été arrêtés en quelques mois. Alors que les accusations ont été abandonnées contre 6 pour manque de preuves, d'autres ont plaidé coupables. Les accusés restants ont été jugés en décembre. 7 ont été condamnés, dont Ronnie Hodge, qui, avec plusieurs hauts dirigeants, a reçu des peines de 5 ans. Les forces de l'ordre ont déclaré les condamnations comme une victoire majeure, affirmant publiquement que cela marquait la fin des Bandidos en tant qu'organisation criminelle. Numéro 13. Richard Merla. I've been in the inner circle. I've been in the circle, man. Parmi les figures les plus dangereuses liées au Bandidos Motorcycle Club se trouve Richard Steven Merla, un homme dont l'héritage violent résonne encore dans l'histoire hors la loi du Texas. Merla a rejoint les Bandidos au début des années 2000 et est rapidement devenu connu pour sa volonté de tuer. Fin 2001, le secrétaire bandido Javier Negrete a été abattu devant Tiffany's Billiards à San Antonio. Le club a identifié Robert Lara comme le tireur et des représailles ont suivi. En 2002, Merla a reçu le patch notoire « Expect No Mercy ». Il n'est donné qu'à ceux qui ont commis des actes violents pour le club. Merla était imparable. En août 2004, lors d'une dispute, il a poignardé mortellement le champion de boxe de San Antonio Robert Pikin Quiroga, le premier champion du monde de la ville. Le meurtre a choqué la communauté et a attiré l'attention nationale, forçant les bandidos à le désavouer publiquement, disant que le meurtre était personnel et non une affaire du club. Se sentant abandonné et amer, Merla s'est ensuite retourné contre le club en prison. Il a témoigné devant le tribunal fédéral sur des meurtres, du trafic de drogue, des services d'escorte et d'autres opérations des Bandidos.
témoignages que les procureurs ont utilisés pour condamner des dirigeants de haut niveau comme John Xavier Portillo. Les avocats de la défense ont fait valoir qu'il agissait par dépit et vengeance après avoir été expulsé. Mais ses connaissances internes ont fait de lui un témoin puissant contre l'organisation. Malgré son témoignage contre ses frères, Merla a été condamné pour les meurtres et condamné à 40 ans de prison. Son témoignage est ensuite devenu crucial dans une affaire fédérale de racket contre la direction des Bandidos. Bien que les avocats de la défense aient affirmé qu'il était motivé par la vengeance après avoir été expulsé du club, Richard Merla a perpétré sa violence principalement seul. Mais les hommes qui sont venus après lui ont commis leurs crimes ensemble, et ce qu'ils ont fait a choqué toute une communauté. Numéro 12. Robert James Watson. 3. Robert Watson était le vice-président du chapitre de Bellingham, Washington des Bandidos. À l'intérieur du club, il avait une réelle influence, mais à l'extérieur, son nom serait à jamais lié au meurtre de la famille Careaga. Lorsque des compagnons Bandidos lui ont demandé s'il était impliqué, ces histoires ne correspondaient jamais. Même son propre président de chapitre a condamné le crime, insistant sur le fait que les femmes et les enfants étaient hors limite. Pourtant, les soupçons pointaient directement vers Bobby, rappelé comme l'homme qui a traîné le nom des Bandidos dans l'un des massacres les plus sombres de Washington. Numéro 11. Johnny James Watson. Johnny Watson, le frère cadet de Bobby, n'était pas un bandido, mais il était tout aussi dangereux en matière de violence. Le patch ne le liait pas. Pourtant, il a rejoint son frère pour perpétrer les meurtres. Preuve que les affaires hors la loi peuvent impliquer même des membres de la famille, qui vivent en dehors des règles du club. Numéro 10. Danny J. Kelly Jr. Kelly était un prospect hang-around pour les Bandidos, avec Bobby Watson parrainant son adhésion. Autrefois, il avait été proche de Johnny Careaga, si proche qu'il a été son témoin de mariage. Mais quand Johnny l'a accusé de vol, l'amitié s'est terminée amèrement. Cette trahison est devenue la graine du meurtre, Kelly choisissant la loyauté envers le monde hors la loi plutôt qu'envers son ancien ami. Les meurtres de la famille Careaga. Kitsap 911 reporting. My whole family shot me too. We're shot right now. My family's dead. L'appel au 911 est venu d'un garçon de 16 ans de la famille Careaga. Saignant de blessures par balle, il a d'une manière ou d'une autre trouvé la force d'appeler à l'aide. Mais bientôt, le tueur s'est rendu compte que le garçon avait appelé le 911 et a alors fait l'impensable. When the killers heard him make that call, they put a pillow against his head. Then they set the Careaga home on and disappeared into the night. 3 membres de la famille ont été abattus et leur père, Johnny Careaga, qui possédait un restaurant, a été emmené vivant. Quelques jours plus tard, son corps brûlé a été découvert dans son camion, abandonné sur une propriété rurale. Les enquêteurs ont appris que Johnny Careaga n'était pas seulement propriétaire de restaurant, il était profondément impliqué dans le trafic de drogue. Il transportait de la cocaïne depuis la Californie, cachait des dizaines de milliers en espèces. Il prenait des fournitures aux Bandidos. Mais quand ses relations se sont aigries, le fournisseur s'est retourné contre lui. Le mobile était enraciné dans la trahison. L'affaire s'est étendue sur des années. Mais en 2024, justice a finalement été rendue. Bobby Watson, Johnny Watson et Danny J. Kelly Jr. ont été condamnés à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Les meurtres des Careaga ont montré comment la violence hors la loi pouvait anéantir une famille. Mais en 1972, les Bandidos ont ciblé un sergent de la garde nationale et l'ont marqué pour la mort. Numéro 9. Jimmy Air Graves. Jimmy Air Graves, un membre du chapitre de Dallas des Bandidos, est devenu l'un des premiers exemples de jusqu'où le club irait pour protéger les siens. L'histoire de Jimmy est liée au meurtre de sang-froid d'un sergent de la garde nationale. C'était un meurtre qui a secoué le Texas au début des années 1970. En mars 1972, Charles Edwin Overfield, un père de 29 ans et sergent de la garde nationale, se préparait à témoigner contre Robert Powell, un associé des Bandidos.
Powell avait été accusé d'avoir tenté de cambrioler un arsenal de la garde nationale en Louisiane, espérant voler des armes, et plus tard d'avoir tenté de soudoyer un témoin. Le témoignage d'Overfield aurait scellé le sort de Powell, et ce faisant, aurait exposé des liens dangereux entre les bandidos et le crime organisé. Le club ne pouvait pas permettre cela. Overfield est devenu une cible. Le 9 mars 1972, alors qu'il voyageait sur l'Interstate 20 près de la frontière Texas-Louisiane, Overfield a été pris en embuscade. Des coups de feu ont traversé son véhicule, le tuant instantanément. C'était un meurtre commandité, exécuté sur ordre pour le faire taire à jamais. Le message était clair. Témoigner contre les bandidos pouvait coûter la vie. Jimmy a toujours nié l'accusation. How long do you think the Bandidos Motorcycle Organization would last if we went out shoot? Les enquêteurs ont rapidement reconstitué la chaîne de responsabilité. Quelques mois plus tard, en juillet 1972, Graves a plaidé coupable du meurtre. Le tribunal l'a condamné à la prison à vie. Jimmy R. Graves a démontré que dès le début, les bandidos étaient prêts à s'en prendre aux forces de l'ordre. Mais des décennies plus tard, le pouvoir du club a atteint un niveau encore plus élevé, sous un homme qui est devenu son président le plus notoire. Numéro 8. Jeffrey Fay Pike, mieux connu sous le nom de Jeff Pike, est né dans le nord de la Californie à la fin des années 1950. Il a abandonné l'école secondaire et au début des années 1970, il avait déménagé au Texas. Pike a travaillé dans des emplois ordinaires. Plongeur, cuisinier et constructeur de maisons, mais sa vie a changé en 1979, lorsqu'il a rejoint le Bandidos Motorcycle Club. Dès le début, Pike s'est distingué. Il était ambitieux et stratégique, et il a gravi régulièrement les échelons. Au milieu des années 2000, il a atteint le sommet du pouvoir, devenant National President des Bandidos. Sous sa direction, le club est devenu plus fort, élargissant son territoire et approfondissant son implication dans les entreprises criminelles, tout en rivalisant avec des rivaux comme les Cossacks. Mais le 17 mai 2015, sous la présidence de Pike, la plus grande arrestation d'un gang de motards s'est produite à Waco, Texas. Ce qui a commencé comme un rassemblement de motards s'est transformé en chaos lorsque les bandidos et les rivaux cossacks se sont affrontés dans un parking de restaurant bondé. À la fin de la bagarre, 9 motards étaient morts, plus d'une douzaine étaient blessés et 177 arrestations ont été effectuées. Pike n'était pas physiquement présent, mais les procureurs ont fait valoir que la fusillade reflétait la culture violente qu'il favorisait au sommet de la hiérarchie des bandidos. Le massacre de Waco n'était qu'un chapitre de l'héritage criminel de Pike. En 2016, les autorités fédérales l'ont inculpé d'extorsion, de complot pour commettre un meurtre, d'agression et de trafic de drogue. Breaking developments in the federal case against a notorious motorcycle club leader. Jeffrey Pike just appeared in front of a judge on several charges, and we've learned he allegedly called for members to commit murder. Parmi les accusations les plus graves, figurait son rôle dans l'assassinat d'Anthony Benesch en 2006, un homme qui avait tenté de créer un chapitre des Hells Angels à Austin. Les procureurs ont dépeint Pike non pas comme une figure distante, mais comme un homme qui approuvait et dirigeait la violence. En mai 2018, après un long procès fédéral à San Antonio, Pike a été condamné pour extorsion, complot pour commettre un meurtre, agression et accusation d'armes à feu. Il a été condamné à la prison à vie. Alors que Jeffrey Fay Pike était le président national, il ne dirigeait pas l'Empire seul. À ses côtés se trouvait le vice-président national, qui était tout aussi impitoyable et tirait souvent les ficelles sur le terrain. Numéro 7. John Xavier Portillo. John Xavier Portillo a gravi les échelons des Bandidos pour devenir National Vice President, aux côtés du National President Jeffrey Fay Pike. Ensemble, ils ont dirigé le club à son apogée la plus violente. C'était l'homme qui autorisait la violence, le trafic de drogue et l'intimidation. L'un des cas les plus infâmes liés à lui était le meurtre d'Anthony Benesch en 2006, qui a été abattu devant un restaurant à Austin après avoir tenté de créer un chapitre des Hells Angels. Le nom de Portillo a également été évoqué en lien avec la mort de Robert Lara en 2002.
qui est survenu après que Lara ait été accusée d'avoir tué le secrétaire bandido Javier Negrete. En mai 2018, après un procès fédéral de 3 mois à San Antonio, Portillo a été condamné aux côtés de Pike pour des accusations d'extorsion, de complot de meurtre, de trafic de drogue, d'agression et de violation d'armes à feu. Les preuves présentées au tribunal ont levé le voile, exposant les Bandidos comme une entreprise criminelle structurée où la violence était aussi routinière que les affaires. The verdict is now in. 2 top former Bandidos, National President Jeffrey Faye Pike and ex-Vice President John Xavier Portillo, found guilty in a 13-count indictment. En septembre 2018, la sentence est tombée. 2 peines de prison à vie consécutives, plus 20 ans en prison fédérale. Il a également été contraint de confisquer des armes à feu, une moto et de l'argent saisi dans sa maison. Pour Portillo, autrefois l'un des hommes les plus redoutés dans les cercles hors la loi du Texas, l'Empire était terminé. Alors que le règne de Portillo se terminait dans la salle d'audience, une nouvelle génération de bandidos faisait déjà la une dans les rues. Numéro 6. Chris Jake Carrizal. Christopher Jake. Carrizal est l'une des figures les plus reconnaissables de l'histoire des Bandidos, rappelé comme le président du chapitre de Dallas lors de la fusillade infâme de Twin Peaks à Waco, Texas. Le 17 mai 2015, les tensions entre les Bandidos et leurs rivaux, les Cossacks, ont explosé devant un restaurant Twin Peaks. Ce qui a commencé comme une confrontation a dégénéré en fusillade totale dans un parking bondé. Lorsque la fumée s'est dissipée, 9 motards étaient morts. Plus d'une douzaine d'autres étaient blessés et 177 personnes ont été arrêtées. Cela reste la fusillade de motards la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis. Carrizal est rapidement devenu la figure centrale de l'affaire. En tant que président du chapitre de Dallas, il portait la responsabilité d'avoir mené ces hommes dans le bain de sang. Au procès, Carrizal a admis avoir tiré avec son arme, mais a affirmé que c'était en légitime défense, témoignant qu'un Cossack avait essayé de l'attaquer à travers son casque. Il a également décrit avoir vu son père, lui-même un bandido, prendre une balle dans l'épaule pendant la mêlée. Malgré le chaos et l'ampleur de l'effusion de sang, le procès contre Carrizal s'est terminé par un procès nul, les jurés étant dans l'impasse. Après les faits, toutes les accusations contre les 177 motards ont été abandonnées. L'incapacité d'obtenir des condamnations a fait de l'affaire de Waco l'un des échecs les plus controversés de la justice pénale américaine. Pendant un certain temps, Carrizal a disparu des gros titres. Mais en mai 2024, son nom est revenu. La police dit que Carrizal et son compagnon bandido Eric Greenstaff ont fait rugir leur moto devant la maison d'un homme de Dallas après minuit. Lorsqu'ils ont été confrontés, ils auraient défoncé la porte de l'homme, menacé de le tuer, et Carrizal a pointé une arme à travers la vitre. Les 2 hommes, portant des gilets des Bandidos, ont été arrêtés et accusés d'agression aggravée, et plus tard libérés sous caution. Le nom de Carrizal sera toujours lié au chaos de Waco. Mais peu de temps avant, un autre président bandido faisait ses propres gros titres. Numéro 5. Howard Wayne Baker. Howard Wayne Baker a servi comme président du chapitre de Fort Worth du Bandidos Motorcycle Club. Sous sa direction, le chapitre fonctionnait moins comme un club social et plus comme une équipe criminelle capable de violence orchestrée. En décembre 2014, des dizaines de bandidos ont pris d'assaut les rivaux Ghost Riders, les Cossacks et Winos Crew. De manière choquante, Baker se tenait à l'intérieur du cercle mortel, dirigeant l'attaque. Geoffrey Brady, un Ghost Rider de 41 ans, a été traîné dehors et exécuté devant sa femme et ses amis. 2 autres ont été blessés avant que les bandidos ne s'enfuient. Au procès de Baker en 2017, les procureurs ont fait valoir qu'il n'avait pas besoin d'appuyer lui-même sur la gâchette. Mais en vertu de la loi des parties du Texas, quiconque aide, encourage ou dirige un crime peut être tenu également responsable. Les preuves ont montré que Baker a pris d'assaut le bar, a contenu Brady et a orchestré le chaos. Le jury a délibéré pendant moins d'1 jour avant de le déclarer coupable de meurtre, d'agression aggravée, de participation au crime organisé
et de direction d'un gang de rue. En juin 2017, Baker a été condamné à 45 ans de prison pour meurtre, les autres accusations étant fusionnées ou exécutées simultanément. Le message était clair. Au Texas, diriger un chapitre signifiait aussi porter le poids de ses crimes. Alors que Howard Wayne Baker a montré comment un président bandido pouvait orchestrer la violence à grande échelle, le membre suivant a révélé comment même les membres ordinaires portaient le même code d'intimidation. Son histoire ne s'est pas déroulée dans un bar ou dans les rues, mais dans les allées d'une épicerie, où une simple rencontre s'est transformée en menace mortelle. Numéro 4. Albert DeLeon. Albert DeLeon, un bandido de 45 ans de San Antonio, a prouvé jusqu'où la loyauté envers le code hors-la-loi peut aller. En mai 2019, il a plaidé coupable de représailles après avoir menacé un ancien bandido qui était devenu informateur du gouvernement. C'était le même homme dont le témoignage avait aidé à condamner le National President Jeffrey Faye Pike et le vice-président John Xavier Portillo. La confrontation s'est déroulée le 22 février 2019, à l'intérieur d'une épicerie H-E-B ordinaire à San Antonio. Puis DeLeon a repéré l'homme qu'il blâmait pour avoir fait tomber la direction des bandidos. Il a marché directement vers lui, a sorti un pistolet de sa ceinture, l'a armé et a lancé un avertissement glaçant. « Tu vas mourir aujourd'hui. Tu es un mouchard. Jeff et John sont tombés à cause de toi. » Pendant un moment, le magasin s'est figé. Bien que DeLeon ait rangé le pistolet avant de partir, le mal était fait. Ce n'était pas seulement une menace, c'était un message à chaque informateur potentiel que la trahison des bandidos avait des conséquences. En septembre 2019, le juge Fred Bierry a condamné DeLeon à 30 mois de prison fédérale, suivi de 3 ans de surveillance. Les procureurs étaient pas les clairs. Ces actions ne concernaient pas seulement la colère personnelle. Il s'agissait de faire respecter le code du silence des bandidos, en assurant la loyauté par la peur. Ce moment dans une épicerie a montré jusqu'où même les membres ordinaires iraient pour défendre le code du silence du club. Mais l'histoire suivante concerne quelqu'un de très différent. Un homme qui venait de la télé-réalité avant d'entrer dans le monde hors la loi. Numéro 3. Brandon Hands. Brandon Hands était autrefois connu comme un concurrent dans l'émission de télé-réalité Survivor. Mais sa vie a pris un tournant plus sombre lorsqu'il a rejoint le Bandidos Motorcycle Club. Prenant les noms Loco et Gundrop, il s'est rapidement retrouvé empêtré dans des affrontements violents. En février 2023, les procureurs disent que Hands a participé à une agression brutale contre des membres du Greybeards Motorcycle Club. Il aurait monté la garde à l'entrée du bar Bimbo's, piégeant les Greybeards à l'intérieur pendant que d'autres bandidos perpétraient le passage à tabac. Leurs vestes ont été volées. C'était un acte calculé d'humiliation dans la culture motarde. En décembre 2023, les autorités affirment que Hands a été impliqué dans l'incendie du County Line Ice House, un bar du comté de Montgomery qui avait accueilli un événement pour le club rival Brothers East. Des témoins, des informateurs et des données de téléphone portable l'ont lié à l'incendie criminel, même si les caméras de surveillance n'ont pas réussi à identifier clairement les attaquants. Le temps de Hands avec les bandidos a été bref. Il était avec le club pendant moins de 2 ans. Sa femme, Erika, a témoigné au tribunal qu'il avait quitté le club en juillet 2024, après être devenu désillusionné. Mais partir en mauvais termes a eu un prix élevé. Les bandidos ont placé un feu vert sur lui, sanctionnant effectivement d'autres membres pour le cibler. Depuis, Hands a parlé ouvertement dans des interviews et sur les réseaux sociaux de son regret d'avoir jamais rejoint le club. Son avocat a dit au tribunal que sa critique publique, combinée à son départ, a apporté des menaces de mort contre lui et sa famille. Bien qu'il n'ait pas de casier judiciaire, les procureurs fédéraux soutiennent que Hands a joué un rôle dans la violence organisée. En février 2025, il a été inculpé d'extorsion et d'accusation d'incendie criminel, des infractions comportant la possibilité de décennies derrière les barreaux. Brandon Hands a montré comment même les membres brefs pouvaient causer le chaos. Mais des années plus tôt, l'expansion des bandidos à l'étranger allait déclencher l'une des guerres de motards les plus sanglantes de l'histoire. Numéro 2. Anthony Spencer,
Snodgrass. La vie d'Anthony Mark Spencer a commencé dans la tragédie. Né dans un foyer brisé à Sydney, il ne savait même pas si le nom qu'il portait était son véritable nom de naissance. Son enfance s'est passée à rebondir dans divers foyers d'accueil. Son père était absent, et sa mère, qui luttait contre la maladie mentale, a finalement mis fin à ses jours. En tant qu'enfant dans un foyer anglican pour garçons, Spencer a enduré la cruauté d'autres garçons qui ont une fois essayé de le noyer dans une baignoire. Bien qu'il ait survécu, l'incident lui a laissé une peur de l'eau qui a duré toute sa vie. À peine alphabétisé, Spencer a versé ses émotions dans un journal rempli d'erreurs d'orthographe. Un exutoire privé pour un garçon qui a grandi seul, rejeté et désespéré d'amour. Dérivant d'un endroit à l'autre, il a finalement trouvé sa place dans le Comancheros Motorcycle Club. Au début des années 1980, la scène des motos hors la loi en Australie changeait rapidement. Le Comancheros Motorcycle Club s'était divisé en deux factions. Le chapitre de la ville, dirigé par Anthony Snodgrass Spencer, et le chapitre de Parramatta, contrôlé par le président national William Jock Ross. Ross avait commencé à transformer le club en une organisation de style paramilitaire. Mais Spencer a rejeté la nouvelle direction. Il voulait vivre la vie de motard, pas marcher comme un soldat. En 1983, Spencer et sa faction se sont formellement séparés des Comancheros. Ils ont brûlé leurs couleurs dans un acte symbolique de rébellion et ont cherché la reconnaissance du Bandidos Motorcycle Club aux États-Unis. Les Américains ont approuvé et le premier chapitre australien des Bandidos est né à Sydney. Le mouvement a enragé Ross et les Comancheros restants, qui l'ont vu à la fois comme une trahison et une invasion américaine. À partir de ce moment, les tensions ont grimpé en flèche. Les deux clubs se sont battus pour la domination, non seulement l'un contre l'autre, mais aussi contre d'autres gangs hors la loi, tels que les Hells Angels et les Rebels. Les conflits ont dégénéré en guerre totale en août 1984, après qu'un appel téléphonique houleux entre Spencer et Ross ait effectivement déclaré des hostilités ouvertes. Le 2 septembre 1984, jour de la fête des pères en Australie, le British Motorcycle Club a organisé un échange familial au Viking Tavern à Milperra, une banlieue de Sydney. C'était censé être un événement communautaire avec de la nourriture, de la musique et des familles avec enfants. Mais la guerre couvante entre les Comancheros et les Bandidos nouvellement formés était sur le point d'éclater. Ce matin-là, les Bandidos ont confronté le membre des Comancheros, Glenn Eves, le défiant à une confrontation. La confrontation s'est déroulée sur un parking et les deux parties sont arrivées armées. Les deux camps se sont alignés, se fixant à travers le parking. Au plus fort de la confrontation, le chef des Comancheros, Jock Ross, a agité une machette et a donné l'ordre. « Tuez-les tous !» En moins de 10 minutes, la bataille a fait 7 morts, 4 Comancheros, 2 Bandidos et une fille de 14 ans. La police a été appelée. Plus de 200 agents sont arrivés sur les lieux, mais il était trop tard. 20 autres ont été blessés. La confrontation brutale serait à jamais rappelée comme le massacre de Milperra. Le massacre a fait les gros titres internationaux. C'était la preuve que les Bandidos étaient maintenant une force en Australie. Des rumeurs se sont répandues par la suite, y compris une fausse théorie selon laquelle la jeune fille tuée n'était pas réellement Leanne Walters, mais une autre fille portant sa pièce d'identité. Les dossiers dentaires ont plus tard confirmé son identité, mettant fin à ces rumeurs. Le massacre de Milperra a cimenté la place d'Anthony Snodgrass Spencer dans l'histoire hors la loi. Un homme façonné par une enfance tragique s'était élevé pour diriger le premier chapitre australien des Bandidos, déclenchant l'une des guerres de motards les plus sanglantes que le pays ait jamais connues. Ces décisions ce jour de la fête des pères ont laissé un héritage écrit dans le sang, marquant l'arrivée des Bandidos sur la scène hors la loi mondiale. Le massacre de Milperra a montré à quel point l'arrivée des Bandidos en Australie pouvait être violente. Mais des années plus tard, une autre figure se lèverait de la même scène, un exécuteur redouté dont la réputation a été construite en survivant à des embuscades et en exécutant des ordres brutaux. Numéro 1. Toby Mitchell.
Le nom de Toby Mitchell est devenu synonyme de violence hors la loi en Australie. Un ancien kickboxer et personnalité de boîte de nuit, il a finalement atteint l'une des positions les plus redoutées du Bandidos Motorcycle Club, Sergeant at Arms, du chapitre de Victoria. Sa réputation a été construite sur la peur et la violence. En 2011, Mitchell a survécu à une embuscade devant une salle de sport près du clubhouse de Brunswick des Bandidos. Touché par 6 balles, il a perdu un rein, une vésicule biliaire et une grande partie de son foie. Mais il a vécu, et sa survie n'a fait qu'ajouter à sa légende. Moins de 2 ans plus tard, en 2013, il a été abattu à nouveau, cette fois dans le bras alors qu'il entrait dans le clubhouse des Diablos, un club de soutien des Bandidos. L'attaque n'a jamais été résolue, mais elle a cimenté son image d'homme marqué dans les guerres de motards australiennes. En 2013, Mitchell s'est éloigné des Bandidos, citant des problèmes de santé et des conflits croissants. Il a été arrêté plusieurs fois pour agression, bagarre publique et rixes. Bien qu'il ne portait plus le patch rouge et or, sa réputation d'ancien exécuteur des Bandidos le suivait partout. Mitchell a ensuite rejoint le Mongols Motorcycle Club, montrant comment les allégeances changeantes dans la scène motarde australienne ravivent souvent les anciennes rivalités. Sa présence sur les réseaux sociaux et son statut de célébrité ont fait de lui l'un des motards hors la loi les plus publics du pays et l'un des plus polarisants. L'histoire des Bandidos est un récit de sang, de loyauté et de pouvoir. Beaucoup de leurs dirigeants purgent maintenant des peines de prison à vie. D'autres sont enterrés, mais l'ombre du patch rouge et or persiste toujours sur la route hors la loi. Mais ce n'est qu'une partie du monde hors la loi. Cliquez sur la vidéo suivante pour voir comment un géant de la scène motarde, un homme le plus redouté, non pas à cause de ses armes, mais à cause de ses poings,